Juin 1944, 02, un camion de transport s'arrête dans un crissement au camp. Concordia, Kansas. Klaus Weber, 19 ans, descend dans un uniforme gris déchiré et moqué, les mains tremblantes. On lui avait appris à s'attendre au pire. La faim, les coups, la torture. C'est ce qu'on racontait à tous les soldats allemands au sujet des camps américains. Mais quand il s'assoit aux messes ce premier soir, il se fige. Sur son plateau, pain de viande, purée de pommes de terre, haricots verts, pain blanc et une barre chocolatée, Hershey's. Plus de nourriture qu'il n'en avait vu en 6 mois, plus que sa propre mère n'en avait à Hambourg. Il la regarde, perdu, terrifié. Ça ne peut pas être vrai. Certains prisonniers pleurent, d'autres murmurent « c'est un piège ». Mais les jours passent, la nourriture continue d'arriver. Pas d'interrogatoire, pas de violence, juste 3 repas par jour. Et Klaus commence à se poser une question plus dangereuse qu'aucune balle. Et si tout ce qu'on nous avait raconté n'était que mensonge? Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez d'autres histoires vraies et bouleversantes de l'histoire qui changeront votre regard sur le passé, abonnez-vous et laissez un commentaire. D'où dans le monde me regardez-vous? J'adore voir jusqu'où voyagent ces récits. Les mains de Klaus Weber ne cessèrent de trembler. Il agrippait le rebord du camion pendant que le véhicule s'arrêtait dans un nuage de poussière pâle. À travers la bâche, il apercevait la plaine infinie du Kansas, ciel et terre sans fin, rien à voir avec les villages resserrés de Bavière. Les autres prisonniers avançaient, yeux creux, muets. Capturés 3 semaines après le débarquement, transités par l'Angleterre, traversés d'un océan qui semblait ne jamais finir. Et maintenant ceci, Camp Concordia. Le nom ne signifiait rien pour Klaus, juste un endroit de plus où mourir. Les MP qui les faisaient redescendre ne portaient pas d'expression lisible. Ni cruel, ni bon, juste neutre, professionnel. L'un d'eux, la cinquantaine, cheveux poivre et sel, vérifiait une liste et hochait la tête à chaque prisonnier qui descendait. Quand Klaus trébucha sur la dernière marche, l'homme le rattrapa. Klaus se raidit, attendant le coup. Mais le garde le relâcha simplement et dit quelque chose en anglais, d'un ton presque doux. « Welcome to Kansas, son. Bet you're hungry. » Klaus ne comprenait pas les mots, mais il comprenait qu'on ne l'avait pas encore frappé. Ça devait bien vouloir dire quelque chose. Ou peut-être rien. On les fit défiler dans une station de traitement. Pouls, visite médicale, empreinte, puis direction un bâtiment bas qui sentait les légumes bouillis et... de la viande? De la vraie viande? Son estomac se contracta d'une faim si profonde qu'elle ressemblait à de la rage. Un soldat américain lui tendit un plateau métallique. Un autre, plus jeune, peut-être 20 ans, y déposa la nourriture sans lever les yeux. Klaus fixa le plateau comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Pain de viande luisant de sauce, montagne de purée lisse, haricots verts, 2 tranches de pain blanc plus moelleux que tout ce qu'il avait vu depuis 1 an. Et là, posé sur le bord comme un petit miracle brun, une barre Hershey's. Il resta planté au milieu du mess, bloquant la file. Quelqu'un derrière marmonna en allemand de bouger. Klaus força ses jambes à le porter jusqu'à une table. Il posa le plateau avec précaution, comme s'il risquait de disparaître. Autour de lui, certains prisonniers engloutissaient déjà, vitesse désespérée. D'autres mangeaient lentement, presque religieusement. Un homme plus âgé, cicatrice barrant le sourcil gauche, pleurait simplement dans ses mains. Une voix féminine s'éleva en allemand, claire, patiente, avec l'accent bavarois qui serra la gorge de Klaus. La pâte brune, c'est du beurre de cacahuète. On l'étale sur le pain. Les Américains en mangent tout le temps. Il leva les yeux. Une femme d'une 30aine d'années, cheveux noirs, robe simple, brassard de traductrice. Regard fatigué mais gentil. « C'est réel ?» chuchota Klaus. « Oui, » répondit-elle. « C'est réel. » Il prit la fourchette. Sa main tremblait tellement qu'il faillit la lâcher. Le pain de viande avait le goût du sel, du gras et d'une douceur inconnue. La purée fondait sur la langue. Il étala le beurre de cacahuète comme elle le lui avait montré. Salé, crémeux, dense, si étrange et si nourrissant qu'il crut qu'il allait être malade. Mais il continua. Il ne pouvait pas s'arrêter.
La barre chocolatée resta intacte. Il n'osait pas encore l'ouvrir. C'était plus de nourriture que sa mère, et sa petite sœur Greta n'en avait vu depuis des mois. En face de lui, un caporal plus âgé, nommé Hans, se pencha et murmura « Ne te laisse pas avoir. C'est de la propagande. Ils nous engraissent avant l'interrogatoire, avant de nous briser. » Klaus aurait voulu le croire. Ça aurait été plus simple. Mais la barre chocolatée brillait sous les néons. Le garde qui remplissait les pichets d'eau fredonnait. Et rien ici ne ressemblait aux histoires qu'on leur avait serinées à l'entraînement. Cette nuit-là, allongé sur une couchette propre avec un vrai matelas, même fin, Klaus défit la barre Hershey's dans l'obscurité. Le craquement du papier alu résonna. Il cassa un carré, le laissa fondre sur sa langue. La douceur était si intense, si riche, que des larmes coulèrent brûlantes sur ses tempes. Et si tout ce qu'on nous avait raconté n'était que mensonge? À la fin de l'été, Klaus avait pris le rythme du travail. 6 jours par semaine, on les chargeait dans des camions pour la ferme Hutchkins où le maïs dépassait la hauteur d'un homme et où le ciel du Kansas était si vaste qu'il donnait le vertige. Bill Hutchkins, maigre, buriné, la cinquantaine passée, parlait peu et jamais pour rien. Il montrait une tâche une fois, vérifiait qu'on avait compris, puis nous laissait faire. Salaire honnête, 80 cents par jour en monnaie de camp, traitement honnête. Rien de plus, rien de moins. L'anglais de Klaus progressait. Pass the water, how's the weather? Phrase simple, échangée pendant les pauses. Il restait prudent, encore à moitié convaincu que cette gentillesse était temporaire, que le piège se refermerait. Mais le travail était honnête, le soleil chaud, et chaque soir au camp, le dîner, toujours le dîner. Anna Bergman traduisait les lettres de la Croix-Rouge. Les mains de Klaus tremblaient toujours quand elle lui tendait les pages fines et froissées, couvertes de l'écriture soigneuse de Greta. Hambourg n'était plus que ruine, quartier entier rasé. Maman toussait davantage, une toux profonde et humide qui ne s'arrêtait plus. Elle n'évoquait jamais la nourriture. Elle savait qu'il ne pouvait rien envoyer d'ici. Klaus cessa de manger les desserts. Il entassait les barres chocolatées dans son coffre, rangées bien droites. Il ne savait pas pourquoi. Culpabilité, chagrin ou l'espoir irrationnel qu'un jour il pourrait les faire parvenir à sa petite sœur. Un après-midi de début septembre, il entendit des pas légers derrière lui dans les rangs de maïs. Un petit garçon de 7 ans le regardait, yeux bleus écarquillés, cheveux blonds, sourire édenté, joues barbouillées de terre. « Are you really a Nazi? » La voix de Bill Hutchkins claqua. « Michael, rentre à la maison tout de suite. » Mais Klaus s'était déjà accroupi au niveau de l'enfant. Il chercha ses mots d'anglais, lentement. « I am farmer, like your grandfather. » Le garçon réfléchit avec le sérieux des enfants, puis fouilla sa poche et en sortit un Tootsie Roll, un peu fondu et couvert de peluche. « My dad's in France, fighting you guys, but Grandpa says you got to eat. » Klaus prit le bonbon à 2 mains, comme du verre. L'enfant sourit et détala vers la ferme, son rire flottant derrière lui comme la ficelle d'un cerf-volant. Cette nuit-là, Klaus déballa le Tootsie Roll avec la précaution d'un joaillier. La douceur était différente, plus sombre, plus tenace. Il ferma les yeux et pensa à un garçon de 7 ans dont le père était peut-être en train de viser quelqu'un comme lui, et qui pourtant lui avait offert un bonbon. Dans la salle de loisirs du camp, on avait le droit de lire les journaux. Klaus les dévorait, son anglais désormais suffisant pour comprendre les gros titres. L'armée rouge avançait à l'ouest. Les bombardiers alliés réduisaient les villes allemandes en cendres nuit après nuit. Berlin, Dresde, Munich. Tout s'effondrait. Hans s'accrochait encore à la rhétorique ancienne, rassemblait chaque soir un petit cercle de fidèles dans un coin et parlait à voix basse d'armes secrètes, du plan génial du Führer, de la victoire finale. Klaus écoutait de loin et ne ressentait que de la fatigue. Il regardait le visage d'Anna quand elle traduisait les lettres sur les villes détruites, la légère tremblement de ses mains quand elle lisait les chiffres des morts, des familles déplacées, des enfants orphelins. Il regardait Jimmy Caldwell, l'administrateur du camp, assis seul le soir avec une photo à la main. Un jeune homme en uniforme, souriant,
éternellement 23 ans. Si c'est ça l'ennemi, pensa Klaus, alors qui sommes-nous? Pourquoi nous sommes-nous battus? Il n'avait pas de réponse, seulement des questions qui chaque jour devenaient plus acérées. En novembre, cela faisait 5 mois qu'il était à Concordia. La terreur du premier jour s'était relâchée, remplacée par quelque chose d'indéfinissable. Pas du bonheur, mais une paix fragile. Il parlait un anglais correct, assez pour plaisanter avec les gardes, assez pour guider les plus jeunes prisonniers dans les étranges rythmes de la vie américaine. Il avait même commencé à apprendre l'anglais à Hans, ironie du sort, dans la salle de loisirs, doigt pointé sur les mots des journaux. Quand Bill Hutchins parla du dîner de Thanksgiving, Klaus ne comprit presque rien. « Un repas », dit Bill dans le champ de maïs, casquette rejetée en arrière. « Chez moi, toi et quelques autres. Jimmy est d'accord. » Anna traduisit plus tard. « Fête de la gratitude. Partagez la nourriture avec famille et amis. Il vous veut à sa table. » Klaus ne pouvait pas le concevoir. Des ennemis ne s'invitaient pas à dîner. Pourtant, le soir de Thanksgiving, il se retrouva assis à la table de Bill Hutchins, entouré de plus de nourriture qu'il n'en avait jamais vu réunie. Dinde dorée, farce aux herbes, sauce aux canneberges rouges rubis, tarte au potiron si sucrée qu'elle faisait mal aux dents. Sarah, la fille de Bill, fatiguée, trentaine, regard gentil et ride d'inquiétude. Michael qui gigotait sur sa chaise. Bill baissa la tête pour la prière. Anna traduisit à voix basse. Paix, retour sain et sauf de ceux qui sont loin. Bénédiction sur ceux qui sont assis ici aujourd'hui, loin de leur famille. La vue de Klaus se brouilla. Il cligna des yeux, mais les larmes coulèrent là quand même, brûlantes et silencieuses sur ses joues. Anna posa brièvement la main sur son bras. « Ça va, laisse sortir. » Après le repas, Michael le tira par la main jusqu'à sa chambre. Mur couvert de cartes et posters, soldats de plomb alignés, bandes dessinées empilées. Il montra une carte d'Europe piquée d'épingles de couleur. « Là où est mon papa », dit-il en tapotant la France. Il dit qu'à son retour, les méchants seront partis et on pourra tous être amis. Klaus regarda les épingles, les dessins d'avions et de bateaux au-dessus du lit. « J'étais le méchant, je suis le méchant, et ils m'ont nourri quand même. Ils m'ont invité à leur table. Ils ont laissé leur enfant me montrer ses trésors. » 2 jours plus tard, tout vola en éclats. Jimmy Caldwell le fit venir dans son bureau. Klaus vit tout de suite au visage de l'homme que quelque chose était brisé. Jimmy tenait un télégramme de la Croix-Rouge, le papier tremblant légèrement. « I'm sorry, son », dit-il doucement. Anna traduisit, mais Klaus avait déjà compris. Sa mère était morte. Tuberculose. Greta, 14 ans, seule dans les ruines de Hambourg, vivant dans le sous-sol d'une église avec d'autres familles déplacées. Klaus cessa de manger, cessa de parler. Les barres chocolatées dans son coffre restèrent intactes, monument à l'échec. Hans tenta de le consoler avec les vieux mots, les vieux mensonges. Elle est morte pour le Reich, pour le Führer, pour la gloire de l'Allemagne. Quelque chose en Klaus se rompit net. « Le Führer est un menteur », lança-t-il, la voix rauque qui résonna dans le baraquement. 30 prisonniers se tournèrent. « On nous a menti. Regardez-nous. Nous mangeons du chocolat pendant que nos familles écrivent de faim. Ici, on ne nous torture pas. On nous nourrit. On nous invite à leur table. Tout n'était que mensonge. » Silence absolu. Certains hochèrent lentement la tête, visage défait de soulagement. D'autres détournèrent les yeux, pas prêts à lâcher les histoires sur lesquelles ils avaient là bâti leur vie. Hans devint blanc de rage. « Traître, défaitiste, tu trahis le Reich, tu trahis le sacrifice de ta mère. »« Ma mère est morte pour rien », hurla Klaus. « Elle est morte parce que nous avons déclenché une guerre fondée sur des mensonges et que j'y ai cru. J'ai participé. » 2 gardes apparurent à la porte. Jimmy arriva derrière eux, balayant la scène du regard. Heinz déjà dénonçait Klaus pour défaitisme, atteinte au moral, trahison envers le Reich. Même ici, certaines hiérarchies tenaient bon. On mit Klaus à l'isolement. Pas punition, protection, expliqua Jimmy à travers les barreaux. Certains durs font des menaces. Tu as remué un nid de guêpes, petit. Faut laisser retomber la poussière. Klaus s'en fichait.
Il s'assit sur la couchette étroite, dos au mur froid, et fixa le vide. Sa mère morte. Greta seule. Et lui qui, pendant 5 mois, avait mangé du chocolat pendant qu'elle crevait de faim. Jimmy tira une chaise et s'assit devant la cellule ouverte. Il resta longtemps silencieux, mains jointes, regard au sol. Puis il parla, voix basse, mesurée, comme un homme qui se retient de craquer. Mon fils Tommy est mort à Anzio, 23 ans. Il voulait être professeur d'histoire. Il m'écrivait sur César, Napoléon. Il disait qu'il voulait apprendre aux enfants que la guerre est l'échec de tout ce qu'il y a de bon en l'homme. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Pendant 4 mois, j'ai haï chaque Allemand sur terre. À chaque uniforme, je revoyais la balle qui avait tué mon fils. Puis on m'a envoyé ici. Et tu sais ce que j'ai trouvé? Des gamins, juste des gamins. Certains avaient cru les mensonges. D'autres n'avaient pas eu le choix. D'autres essayaient juste de survivre. Ma mère est morte parce que nous avons déclenché une guerre, dit Klaus, voix creuse. Parce que nous avons cru un fou. Ouais, répondit Jimmy en hochant lentement la tête. La guerre est une bête. Elle bouffe tout le monde. Elle se fiche de savoir qui a raison ou tort. Elle bouffe jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il sortit une barre Hershey's de sa poche, un peu froissée, tiède. Il la glissa entre les barreaux et la posa sur la couchette. Mais on n'est pas obligé de continuer à la nourrir. Klaus fixa la barre. Les larmes revinrent. Il était si fatigué de pleurer. « Je ne la mérite pas. »« Probablement pas, » répondit Jimmy. « Moi non plus, je ne mérite probablement pas de rentrer le soir dans une maison chaude alors que mon fils est dans une tombe en Italie. Ta sœur ne mérite probablement pas d'être seule dans une ville bombardée, cette petite fille française dont le village a été rasé non plus. Mais on est là, et on a le choix. On peut continuer à haïr, à punir, à nourrir la bête, ou on peut faire autrement. Quelque chose de petit, qui ne réparera rien, mais qui au moins n'aggravera pas tout. » Il se leva, reprit la chaise. « Tu n'es pas prisonnier parce que je te hais, petit. Tu es là parce que les règles le disent, mais les règles disent aussi que je dois te nourrir, te protéger, te traiter avec dignité, et je serai damné si je laisse le chagrin faire de moi l'homme qui oublie ça. » Après son départ, Klaus resta longtemps dans le silence. Puis il prit la barre, la déballa lentement, cassa un carré, le laissa fondre sur sa langue. La douceur était presque insupportable. Elle avait le goût d'une grâce qu'il ne méritait pas, d'une miséricorde qu'il ne comprenait pas, d'un avenir qu'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'espérer. Mais il la mangea quand même. Il pensa à Tommy Caldwell, qui voulait enseigner l'histoire. À Michael, qui offrait des Tootsie Rolls aux ennemis parce que son grand-père disait qu'il fallait nourrir les gens. À Bill Hutchkins, qui invitait des soldats allemands à sa table de Thanksgiving alors que son gendre combattait des Allemands là-bas. À Anna qui traduisait la douleur et l'espoir dans 2 langues sans se briser. À sa mère morte de faim. À Greta seule dans les décombres. À toutes les mères, sœurs et enfants des 2 côtés qui avaient payé pour les mensonges des vieux. Jimmy avait raison. La guerre était une bête. Elle dévorait tout. Mais peut-être pouvait-on l'affamer. Un acte de miséricorde à la fois. Une barre chocolatée, un repas partagé, un refus de haïr, quand haïr était la chose la plus facile au monde. Klaus ne savait pas si ça suffirait. Il ne savait pas si quelque chose suffirait jamais. Mais c'était quelque chose. Et pour l'instant, quelque chose était tout ce qu'il avait. En décembre, Klaus réintégra la population générale. Il avait maigri, pommettes saillantes sous la peau pâle. Mais quelque chose en lui s'était apaisé. Il écrivait à Greta chaque semaine, longues lettres qu'Anna l'aidait à rédiger. « Tiens bon, je rentre, on reconstruira ensemble. » Il envoyait des colis via la Croix-Rouge, monnaie de camp convertie en produits de première nécessité, une écharpe tricotée par Anna, et de l'espoir glissé entre les lignes. Il commença à enseigner l'anglais aux plus jeunes dans la salle de loisirs après le dîner. « Apprenez ça, » leur disait-il en tapotant un manuel usé. « On en aura besoin pour rentrer, pour reconstruire, pour commercer, pour parler à ceux qui nous aideront. » Anne se l'évitait désormais. Certains l'appelaient encore traître tout bas. Mais d'autres venèrent le voir en secret pour le remercier.
Tu as dit ce qu'on pensait tous. Moi, je n'avais pas eu le courage. La veille de Noël fut froide et claire. L'aumônier du camp, pasteur luthérien doux, originaire de l'Iowa, organisa un office commun dans la grande salle. Gardes américains, le long des murs, mains jointes, tête baissée. Prisonniers allemands assis sur les chaises. L'aumônier lut qu'en anglais. Anna traduisit en allemand. On chanta les cantiques dans les deux langues, les mélodies s'entremêlant. Stille Nacht, Heilige Nacht. Comme il avait été écrit, comme il avait été voulu, avant que frontières et balles ne transforment même les chants en armes. Jimmy Caldwell se tenait au fond, à moitié dans l'ombre. Il écoutait les paroles allemandes contre lesquelles son fils était mort et sentit quelque chose se fendre dans sa poitrine. Après l'office, il trouva Klaus dehors, regardant les étoiles si vives qu'elles semblaient des trous dans du papier noir. « Télégramme, dit-il doucement. Ta sœur est vivante. Elle est avec un groupe d'aide luthérien à Hambourg. Elle a reçu tes colis. » Klaus se tourna, visage vidé par le choc, puis s'effondra. Pas physiquement, ses jambes tinrent, mais intérieurement. Il tomba dans les bras de Jimmy et sanglota, grand hoquet qui secouait tout son corps. Jimmy le serra, cet ennemi, ce garçon, ce frère de douleur, et pleura aussi. Pour Tommy, pour la mère de Klaus, pour toutes les mères, fils, sœurs, pères, pour l'effarante perte de tout cela. Ils restèrent là dans la nuit froide du Kansas, deux hommes de camps opposés d'une guerre qui s'achevait, se soutenant l'un l'autre parce qu'il n'y avait plus personne d'autre. L'hiver se fit printemps. La guerre en Europe s'acheva en mai. Le camp explosa, en célébration chaotique. Gardes qui crièrent de joie, prisonniers hébétés, incertains. Klaus ne ressentit que du soulagement et une étrange tristesse creuse. C'était fini. Mais fini ne voulait pas dire réparé. Le rapatriement prendrait des mois. Un après-midi chaud de début juin, Bill Hutchkins le prit à part à la ferme. « Quand tu rentreras, dit-il en essuyant la sueur de son front, si tu ne trouves pas de travail, si c'est trop dur, écris-moi, je te parrainerai. Amène ta sœur, vous travaillerez la ferme légalement, en homme libre. » Klaus le regarda, incapable d'assimiler. Cet fermier américain, qui ne lui devait rien, qui avait perdu des proches dans cette guerre, lui offrait un avenir. « Pourquoi ?» murmura-t-il. Bill haussa les épaules. « T'es doué avec la terre, doué avec les bêtes, et on a de la place à table. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Et puis, je crois que le monde a besoin de plus de gens qui savent faire pousser les choses plutôt que de les brûler. » Klaus ne put parler. Il hocha simplement la tête. Bill lui tapa l'épaule et repartit vers la grange, laissant Klaus seul au milieu d'un champ de maïs du Kansas, tenant entre ses mains une invitation à une vie qu'il n'avait jamais osé imaginer.